Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur le grand plateau de Marius en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Mon invité du jour, c'est Jean-Jacques Lumumba. Il est donc banquier et militant anti-corruption et président de l'ASBEL, Ma Banque, Un Droit. Avec nous sur ce plateau, monsieur Jean-Jacques Lumumba, bonjour. Bonjour, monsieur Marius. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être mon invité aujourd'hui dans cette émission Le Grand Plateau de Marius. En 2016, je rappelle, pour ceux qui ne vous connaissent pas ou pour l'histoire, en 2016, vous allez en exil pour avoir révélé des faits de corruption dans une banque de la place. En 2019, vous recevez, pour ce que vous aviez fait, un prix anti-corruption des Nations Unies. Vous êtes parti en 2016. Aujourd'hui, on peut dire 8 ans après, vous êtes de retour à Kinshasa et vous nous donnez cette exclusivité. Merci beaucoup. Pourquoi vous êtes à Kinshasa? Pourquoi vous êtes rentré? Qu'est-ce que ça fait de revenir au pays? Je suis à Kinshasa pour des raisons familiales, parce qu'il y a eu des impératifs familiaux qui m'ont emmené à Kinshasa. C'est ce qui fait que 8 ans après, par la force des choses, je suis de nouveau à Kinshasa. C'est une grande émotion pour moi de me retrouver à Kinshasa, de revoir Kinshasa 8 ans après, où beaucoup de choses ont changé en bien et en mal, mais c'est toujours un plaisir d'être chez soi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je me retrouve devant vous et merci pour l'invitation. Alors, on va sûrement parler. Je vous ai présenté plutôt comme banquier. Vous êtes président de l'ASBEL, Ma Banque, Un Droit. On en parlera tout à l'heure. Il ne faut pas oublier non plus que vous êtes le petit-neveu du premier ministre de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba, de surcroît politicien quelque part. Vous l'êtes, on en parlera tout à l'heure. Alors, je l'ai posé à l'entrée. Vous retournez au pays pour avoir été jugé, je crois, condamné, vous nous direz, pour avoir dénoncé des faits de corruption. Vous êtes allé en exil. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous êtes un homme libre de revenir chez vous? Qu'est-ce que ça vous a fait de passer tout ce temps loin de chez vous pour avoir dénoncé des faits de corruption? Vous savez, oui, je suis un homme libre. Je l'ai toujours été et je resterai. L'exil n'est pas une expérience facile. C'est une expérience très difficile. C'est une expérience que ma famille a vécue. Vivre loin de son pays, détaché de ses habitudes, ne sera jamais facile. Et je crois que 8 ans après, comme je vous ai dit, c'est avec beaucoup d'émotion de revoir le pays dans des conditions assez spéciales, parce que venir pour des raisons familiales et voir ce que devient le pays n'est pas du tout facile. Mais c'est une expérience que je ne souhaiterais pas à beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai vécu des choses bien et pas bien en exil. L'exil m'a permis de devenir un autre homme, de devenir peut-être le Jean-Jacques que les gens connaissent ou connaîtront aujourd'hui. Est-ce que votre histoire vous rappelle, vous lie un petit peu à celui de votre grand-père? On dit souvent que dans la famille, certaines choses se reproduisent, certains faits se reproduisent. Même les gènes que nous avons, on porte les mêmes gènes, et quand on porte les mêmes gènes, on est souvent appelé à avoir les mêmes problèmes, les mêmes maladies, les mêmes réalités. Et deux fois, l'histoire peut se répéter, mais je ne peux pas me comparer à ce grand homme, parce que ce qu'il a vécu a été beaucoup plus grand que ce que moi j'ai vécu. Oui, l'exil est une oppression, mais beaucoup moins que quand on connaît la mort. Mais je crois que Lumumba continue à vivre aujourd'hui, parce qu'au-delà de son assassinat et de ce qui lui est arrivé, il reste plus grand que ce que j'ai fait et accompli ces 8 dernières années. Qu'est-ce que l'exil a, selon vous, ajouté en vous en tant qu'homme, et aussi en tant que banquier, et surtout en tant que politicien? Ça m'a apporté de la résilience, ça m'a apporté beaucoup de foi en Dieu, ça m'a apporté beaucoup de détermination dans ce que je fais, parce que ceux qui ne vous tuent pas vous rendent fort. Et l'exil ne m'a pas tué, ça m'a rendu plus fort, ça m'a rendu l'homme que je suis devenu aujourd'hui et peut-être l'homme que je deviendrai demain. Et je crois que l'exil apprend et apporte beaucoup de choses et beaucoup de sagesse. Et l'exil m'a permis de découvrir d'autres horizons, de circuler le monde, de rencontrer beaucoup de gens, de défendre le Congo et de parler du Congo. Et l'exil m'a beaucoup rapproché à mon pays, parce que c'est là que j'ai compris que j'étais congolais et que je devais tout à ce pays, parce que ce pays m'a tout donné. Alors, avec vous, enfin, pas avec vous, il y a comme vous d'autres lanceurs d'alerte qui aujourd'hui ont été condamnés en République démocratique du Congo à la peine des morts. Vous les connaissez.
Qu'est-ce que vous pensez de leur situation? Je crois qu'en étant dans ce pays, c'est aussi pour porter la voix de ce qui leur est arrivé. Mes compatriotes Navi et Gradis, ce qui leur est arrivé est grave. On ne peut pas, dans un pays qui veut combattre la corruption, s'attaquer à ceux qui portent la voix contre la corruption. Je crois que c'est un délit de la justice. Et j'espère que le nouveau gouvernement qui est là, avec les autorités qui sont établies en RDC, prendront ce cas à cœur et vraiment avec beaucoup d'amour et sans passion pour pouvoir faire en sorte que ces compatriotes soient graciés et que cette peine quitte afin qu'eux aussi retrouvent le pays, parce que on ne mérite pas d'être condamné à mort quand on a dénoncé la corruption. Cela a une image négative à l'international sur le pays parce que ça montre que le Congo peut condamner à mort des personnes qui dénoncent juste la corruption, alors que nous vivons dans un pays où la corruption est en train de battre son plein. Et je pense que pour d'autres choses, oui, pour des crimes de guerre, pour la trahison contre la patrie, je peux soutenir le fait qu'on institue, qu'on réinstaure la peine de mort, mais pas pour des gens qui dénoncent les faits de corruption. Et quand vous êtes parti en exil, le président à l'époque c'était Joseph Kabila, aujourd'hui c'est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Est-ce que votre retour a été facilité, négocié avec le pouvoir en place? Je ne parlerai pas de négociation avec le pouvoir en place ou d'un arrangement particulier, mais oui, il y a des autorités au pays qui ont été au courant du fait que je devais venir pour des impératifs familiaux et qui ont fait en sorte que je puisse venir et que je me retrouve en sécurité au pays, parce que je ne pouvais pas venir sans annoncer ça de façon officielle et même officieuse à des autorités du pays. C'est tout à fait normal, vu ce que je fais, vu ce qu'il y a derrière moi, mon nom et derrière mon parcours, de venir officiellement et que les autorités soient tenues au courant, parce que quelque chose peut arriver, il faudrait que je sois sécurisé et que je sois en sécurité ici. Je l'ai dit tout à l'heure que vous étiez aussi un homme politique quelque part, pas quelque part, vous le faites même sans le dire, parce qu'on peut dire quand même qu'avec ce que vous faites, vos connaissances de banquier, votre lutte, c'est une façon de faire aussi de la politique. Qu'est-ce que vous pensez du pouvoir actuel de Félix Tshisekedi après avoir géré le pays pendant 5 ans? Vous l'avez observé sûrement de l'extérieur, mais vous avez vécu celui de Joseph Kabila, particulièrement quand vous étiez aux affaires, vous aussi. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce que Félix Tshisekedi a fait jusque-là? Je crois qu'il y a des bonnes choses et il y a des mauvaises choses. Je suis venu à Kinshasa, le niveau d'embouteillage que j'ai vu aujourd'hui, je ne l'ai pas laissé. Ça laisse quand même à désirer. Oui, il y a des bonnes choses. Aujourd'hui, le budget de l'État, on peut le dire, a pris des proportions très importantes. Le travail qui est fait sur certaines questions et montre que les choses évoluent. Mais je pense qu'il y a une certaine crispation que je sens dans la population qui montre que les choses ne sont pas celles qu'on aurait espérées. Je peux dire que la personnalité même du président Tshisekedi fait en sorte que les gens l'aiment. Mais je crois que... vous l'aimez, vous aussi? Je crois qu'il est le président de ce pays, il est mon président de la République. Oui, il est là, je l'accepte. Je reconnais son autorité parce qu'il est le chef de l'État. On ne peut pas s'opposer à une autorité qui est établie, élue. Il a gagné les élections, on peut dire tout ce qu'on peut dire sur ces élections, confirmées par la Cour constitutionnelle. La communauté tant nationale et internationale a reconnu en lui le chef du Congo. Et je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui n'ont pas évolué, entre autres la justice dans ce pays, qui lui-même le dit si bien, n'a pas du tout avancé. Ça fait partie d'une des plus grosses déceptions dans ce pays, dans la gestion actuelle, parce que cette justice n'aide pas à mettre la main sur les corrompus et sur les prédateurs de toutes sortes qui détruisent ce pays et qui détruisent l'avenir de nos concitoyens. Alors ça, on y reviendra tout à l'heure, mais revenons, avant de revenir sur la lutte contre... parler de la justice en République démocratique du Congo. On va essayer de parler de votre association, ASBEL, que vous avez créée pendant que vous étiez en exil, Ma Banque, Un Droit. C'est quoi et qu'est-ce que vous... Au fait, l'ASBEL, Ma Banque, Un Droit est une ASBEL qu'on a créée parce qu'aujourd'hui, il y a un problème. En tant que Congolais, il y a des gens qui évoluent et en Afrique et en Europe, au Congo, en Belgique plus particulièrement, qui sont aujourd'hui incapables de faire des transactions bancaires. Ils peuvent avoir de l'argent ici et ne pas pouvoir transférer de l'argent en Belgique et vice-versa. À chaque fois qu'ils transfèrent de l'argent vers des comptes en Belgique, leurs comptes sont fermés, alors que ce sont des clients de plusieurs années de relations bancaires avec ces banques-là, parce qu'à cause du dérisking, le pays, la RDC et certains pays ont été
mis dans une liste qui n'est pas la bonne, et ça fait en sorte que c'est un pays à très haut risque. Et malheureusement, à cause de ça, les opérateurs économiques, les particuliers, les étudiants sont pénalisés. Et donc, nous nous sommes dit qu'il fallait porter la voix de ces personnes-là, parce que oui, au-delà de la conformité, du compliance, des gens qui doivent être clean dans les banques pour faire leurs transactions, il y a aussi le fait qu'on doit traiter ces dossiers au cas par cas. Pas simplement parce que ça vient du Congo, que ça veut dire blanchiment, que ça veut dire détournement, que ça veut dire corruption. Il faudrait qu'il y ait une association qui défende ces gens-là, qui porte leur voix, et auprès des autorités belges, européennes, et auprès des autorités congolaises, parce qu'il y a des évolutions à faire sur le plan local. Il y a une justice à remettre en place, il y a une administration bancaire à remettre sur pied pour permettre en sorte que ces transactions soient beaucoup plus viables. Et donc, nous plaidons auprès des autorités, auprès des banques, auprès des associations de banques pour faire en sorte que la voix de ces personnes-là soit entendue, et aujourd'hui que la viabilité bancaire de la RDC soit reconnue sur le plan international, parce que ça a un impact sur les investissements et les relations économiques entre la ça, Belgique. comme vous dites, vous êtes installé à Kinshasa, vous êtes quelque part. L'association a été créée à Bruxelles. On a de nos représentants qui se trouvent ici à Kinshasa. Et donc, nos membres sont principalement à Kinshasa, à Bruxelles et dans d'autres pays en Afrique. Et donc, nous faisons en sorte que la voix de ces personnes-là, c'est une question dont on a eu à échanger avec plusieurs autorités, que ce soit tant au niveau du Congo qu'au niveau de la Belgique, qui est connue. Et nous sommes en train de continuer à mener des actions pour faire en sorte que la voix de ces personnes-là soit entendue, et que des évolutions législatives au niveau du Parlement fédéral belge ou au niveau du Parlement congolais soient menées, de sorte que ces gens-là puissent avoir gain de cause et qu'ils ne se voient pas du jour au lendemain éjectés du système bancaire européen parce qu'ils ont affaire ou des liens avec le Congo. Est-ce que jusque-là, qu'est-ce que vous avez déjà fait? Est-ce que ça devait commencer? Sinon, ça fait 2 ans qu'on existe. Ça fait 2 ans qu'on existe. Après tout le lobby qu'on a fait, il y a eu une évolution législative que je ne saurais pas détailler ici qui a été fait. Par exemple, je vous dirais que le service bancaire de base a évolué, parce que quand on est éjecté du système bancaire en Belgique, il faut passer par le service bancaire de base qui prend trop de temps. On a fait en sorte que cela évolue. On a fait en sorte que ceux qui étaient éjectés jusqu'à une certaine année puissent être pris en compte, mais on continue à plaider par rapport à ça, parce qu'il y a parmi nos fondateurs un de leurs qui est élu aujourd'hui au Parlement fédéral, et on compte aussi sur sa voix pour faire en sorte qu'il puisse porter toutes ces réformes et tout ça pour l'intérêt de nos membres et de toute autre personne qui n'est pas membre de l'association, mais qui est victime de la même problématique. Alors, d'abord, je voudrais rappeler que vous nous avez donné l'exclusivité de cette émission, de votre retour à Kinshasa. On vous en remercie, mais vous arrivez à un moment où l'affaire qui défraie la chronique en matière de la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo touche directement au cœur du système de la lutte contre la corruption, dont l'inspecteur général, chef de service de l'IGF, M. Jules Alingueté, qui est mis en cause dans sa gestion et de la lutte contre la corruption, mais également, et surtout, on en parle d'une affaire que je saurais expliquer ici, on y reviendra peut-être, de la Gécamine. Certains médias l'accusent d'avoir été associé à des faits de détournement. Quel est votre point de vue par rapport à ça, quand on sait que il y a les associations de lutte contre la corruption à RDC ont dénoncé ce qu'ils appellent un acharnement médiatique, et ils demandent à tous les acteurs de se calmer un tout petit peu, comme on peut dire. Mais vous, en tant que pionnier de la lutte contre la corruption, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Vous savez, aujourd'hui en France, je travaille comme business analyst et consultant. Et par rapport à ça, mon entreprise, qui est une grande entreprise américaine, quand on arrive, on fait des audits. On audite une entreprise pour savoir quel est son état, à quel niveau elle se trouve. Et après avoir fait ça, on a ce qu'on appelle aujourd'hui un concept qui s'appelle le change management. C'est qu'au-delà de faire de l'audit et peut-être du conseil, il faut emmener vers un management de changement, donc de l'amélioration du processus, parce que on estime qu'une entreprise qui a été auditée doit pouvoir évoluer, doit pouvoir changer. Et j'ai accompagné plusieurs entreprises que je ne saurais citer ici, et je continue parce que je continue à travailler dans la même entreprise, ça fait 7 ans. Au-delà de l'audit, on fait de l'accompagnement au changement, et c'est du conseil en réalité, parce que Est-ce que vous êtes en train d'essayer de défendre ce que M. Alingueté a fait à la Gécamine? Je ne défends pas ce qu'il a fait, mais je dirais une chose, c'est que quand la loi, par exemple, en RDC, n'est pas très claire, ça ouvre la voie à beaucoup de choses. Je suis
de façon très quotidienne ce qui se passe dans l'actualité congolaise. L'IGF fait aujourd'hui ce qu'on appelle du contrôle a priori. Les inspecteurs de l'IGF sont dans quasiment toutes les entreprises. Cela est un fait qui n'existait pas avant. Mais aujourd'hui, ça se fait. Mais tout est question d'encadrement par la loi. Dans ce qui a été fait et dans l'affaire qui a été fait entre IGF et GECAMINS, ce qui se fait aujourd'hui dans pas mal d'entreprises, c'est de l'accompagnement, c'est du conseil. Cela pourrait avoir, si c'est encadré, avoir peut-être une connotation d'éthique. Mais cela n'est pas un fait qu'on peut qualifier de corruption, parce que tout est traçable. On voit quels sont les inspecteurs qui ont été faits, quelle a été la base de ce qui a été fait. Ce qui est interdit quand on fait de l'audit ensuite du conseil, c'est d'avoir part ou chapitre dans les décisions de l'exécutif. Et je ne crois pas que l'IGF est arrivé jusqu'à avoir part dans des conseils de l'exécutif ou influencer la GECAMINS à prendre telle ou telle autre décision. Je ne pense pas que ce soit arrivé jusque-là, parce que quand je lis les réactions de ceux qui accusent ou qui contredisent ça, ils parlent de non, il ne fallait pas qu'il fasse quelque chose après. Mais alors, on peut se dire aussi, pourquoi il fait des contrôles a priori? On se dit derrière que ça a aussi un impact sur le budget. Vous voyez, c'est des questions d'interprétation, d'appréciation. Et malheureusement, ce qui est un peu désolant, c'est de voir tout le spectacle que des institutions, Cour des comptes, Bien, à vous entendre parler, je vous ai suivi attentivement parce que c'était important pour moi. L'une des raisons pour lesquelles je vous ai invité ici, c'était surtout pour parler de ça. À vous entendre parler, j'ai l'impression, moi, que vous défendez plutôt M. Alinguete. Je ne connais pas M. Alinguete, que je n'ai peut-être jamais rencontré, mais j'ai appris à apprécier le travail qui a été fait, même si je l'ai dit au début, ce qui ne réussit pas dans la lutte contre la corruption du président Tshisekedi, c'est la justice. Parce que vous savez, M. Alinguete a fait énormément d'enquêtes, énormément de rapports, mais ces rapports restent lettres mortes quand ça va au niveau de la justice. Et ce qui est désolant, c'est de voir une institution qui a fait des progrès sur des questions de lutte contre la corruption être aussi harcelée pour des faits qui auraient dû être réglés entre des institutions qui luttent contre la corruption. En Cour des comptes, IGF, ils peuvent régler des choses sans avoir... Mais c'est pas comme ça que l'IGF règle les choses. L'IGF aussi utilise les médias. L'IGF utilise les médias, oui, c'est une méthode qu'ils apprennent, mais on ne peut pas fragiliser la lutte contre la corruption. Déjà que la lutte contre la corruption en RDC est fragile. Je crois que si vous prenez les indices de Transparency International, nous sommes parmi les pays les plus corrompus au monde. Mais avec le travail qui a été fait ces dernières années, cet indice s'est tant soit peu légèrement amélioré. Et donc, je crois que ce qui manque aujourd'hui, c'est de pouvoir appuyer et continuer cette action. Heureusement ou malheureusement, ce ne sont pas des saints qui sont dans des institutions qui feront ce travail. C'est des gens qui peuvent avoir ou qui peuvent commettre des fautes. Mais est-ce que ces fautes-là peuvent remettre en question tout le travail qu'ils ont fait? C'est aussi ça qu'il faut se poser comme question. Est-ce que ce qui a été fait est un problème qui peut remettre en question tout le travail abattu par l'IGF, tout ce qui a été accompli? Je ne pense pas. On ne peut pas. Aujourd'hui, je peux utiliser la sagesse de Salomon en disant, on a un bébé qui est là, qui est vivant. Est-ce qu'on le coupe en deux? On le tue parce que il faudrait que les deux mamans se partagent le bébé. Je dirais non. Il faudrait le garder en vie parce que on ne peut pas tuer tout ce qu'une personne a construit. Aujourd'hui, ça ne me surprend pas, heureusement, parce que combattre la corruption et la prédation dans un pays comme le Congo est aussi s'exposer, parce qu'il faut toujours qu'on essaie de trouver la petite bête. Oui, je suis d'avis qu'il faut renforcer les lois, qu'il faut renforcer les contrôles autour de l'IGF. Oui, l'IGF doit être aussi encadré, mais je ne vois pas comment est-ce qu'on va remettre en cause tout ce qui a été abattu par cet inspecteur qui est arrivé en 2021. Nous, nous avons vu les travaux, les rapports, nous avons apprécié de la façon dont il est en train de conduire les choses, l'amélioration et le rayonnement même de cette institution que beaucoup ne connaissaient pas, mais qu'aujourd'hui beaucoup connaissent, parce qu'il a apporté quelque chose. Et aujourd'hui, ce n'est pas le défendre en disant qu'il faut faire les choses de telle manière et non de telle manière. Je ne suis pas venu principalement, que ce soit au Congo ou ici, pour défendre quelqu'un, mais c'est pour dire, faisons attention à ce qui se fait, prenons garde parce que les gens qui détournent de l'argent dans ce pays, il y en a encore. Les dossiers, on entend tous les jours
Il y a des gens qui sont en prison encore aujourd'hui sur une autre affaire de corruption que je n'aimerais pas citer ici pour ne pas encore défrayer la chronique. Mais c'est des choses qui n'aident pas l'image du pays. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ce qui est en train d'arriver à cette institution, l'IGF et à son inspecteur général en particulier, est une tache d'huile dans la lutte contre la corruption en RDC, vous-même étant... Je pense que ceux qui ramènent la tache d'huile, c'est toute cette guéguerre médiatique. C'est toute cette fragilisation qui naît de la guéguerre médiatique parce que chacun a ses raisons. Cour des comptes, il jette de se défendre et il trouve des arguments qui sont plausibles devant nous qui observons, que nous disons, oui, la Cour des comptes peut avoir ses raisons, mais l'IGF aussi a ses raisons. Mais cette guéguerre-là, ça pouvait être réglé par une réunion, par quelque chose entre les deux institutions, parce que nous avons besoin de garder la force de ces institutions-là. Oui, moi, à titre personnel, j'ai plaidé pour que les juges de la Cour des comptes, à un moment donné, prêtent serment, parce que c'est l'une des institutions qui aide aussi à faire avancer les choses. Oui, j'ai plaidé pour que les actions de l'IGF soient renforcées. Je continue à plaider aujourd'hui pour qu'on ait un parquet financier, parce que cela fera en sorte qu'on aura une institution judiciaire qui aura de l'expertise pour mener à bien et mener à bout toutes ces enquêtes faites par l'IGF, par la Cour des comptes. Et donc, c'est malheureux, quelque part, d'observer le fait que les gens s'entretuent devant la télé, parce que c'est des faits qui sont connus. Ces paiements qui ont été faits à l'Inspection générale des finances sont connus. Ce n'est pas parti dans les caisses ou dans les poches d'un individu. Ces paiements ont été tracés, les preuves sont là, on les connaît. S'ils estiment que c'est une faute éthique, ça peut être réglé, mais que cela ne fasse pas en sorte que ça puisse avoir du boucan un peu partout, parce que malheureusement, qu'est-ce que ça a comme impact? C'est que derrière, les gens vont se dire, on est en train de vouloir fragiliser une institution pour les intérêts des prédateurs. Parce que quand j'entends parler des millions qui sont détournés, ce n'est pas pour prendre part pour quelqu'un, mais c'est énorme par rapport à 150 000 euros qu'on aurait payé à un secteur. Qui avait été au centre d'un système de corruption que vous avez dénoncé, qui vous a valu l'exil, quand on se retrouve dans ce genre de situation que M. Alingué, qui généralement se trouve derrière, qui pousse pour dénoncer des choses? C'est aussi des lanceurs d'alerte comme vous, non? C'est des lanceurs d'alerte qui peuvent dénoncer, mais ces questions-là, par exemple, parlant de IGF, GECAMIN, c'est des faits qui étaient connus. Moi, j'ai pas attendu de venir à Kinshasa pour connaître ça. Je savais que l'IGF accompagnait les entreprises parce que j'ai un réseau assez établi et fourni dans le pays. Je sais ce qui se passe. Et moi, à cette époque-là, pour moi, ça ne me dérangeait aucunement. Parce que si ça reste de l'accompagnement du conseil suite à un audit, ça ne reste que de l'accompagnement. S'il y a eu des mauvaises notes attribuées à l'IGF par rapport à la gestion, par exemple, de la GECAMIN à l'époque, ce n'est pas à l'IGF de sanctionner. C'est au conseil d'administration de la GECAMIN de prendre des décisions et de sanctionner. L'IGF ne vient qu'accompagner. Elle a fait son rapport. Une entreprise qui reçoit un commissaire aux comptes, elle reçoit le rapport, c'est son conseil d'administration qui sanctionne. Et s'il y a des faits qui doivent aller en justice, c'est le conseil d'administration qui mène ces actions-là jusqu'au bout. Donc, à un moment donné, oui, il y a peut-être des lanceurs d'alerte, des gens qui ont lancé l'alerte, mais à voir ce qui s'est passé, c'était pas des faits cachés, c'était des faits connus. Mais à un moment donné, on peut tout exploiter pour vouloir tout expliquer. Mais je crois que deux fois derrière des institutions qui luttent contre la corruption, s'organisent des mafias. Moi qui vous parle, il y a des gens qui ont eu à raconter tout et n'importe quoi. Oui, il a été acheté, c'est l'homme des Occidentaux, c'est un agent de la CIA, ceci, cela. Les gens peuvent se permettre de raconter tout pour vouloir cacher un fait. Mais 6 ans après la sortie d'autres rapports, les gens ont compris que ce que j'avais dénoncé en 2016 était une réalité. La preuve, toutes les personnes qui ont été impliquées dans ces faits-là ont été soit licenciées, remerciés, mis de côté parce qu'on a finalement compris qu'ils avaient fauté. Et donc, je crois que dans des situations comme ça, quand on lutte contre la corruption, on est souvent victime à des chantages, on est souvent victime à des hommes puissants qui veulent vous faire tomber parce que malheureusement, leurs intérêts sont menacés. Vous avez parlé tout à l'heure de la justice qui, selon vous, a un travail énorme à faire. On est en train de le voir depuis son arrivée à la tête de ce ministère, Monsieur Moutamba, le vice-premier ministre et ministre de la Justice, est en train de défrayer la chronique sur les réseaux sociaux par rapport à certaines décisions qu'il est en train de prendre, des déclarations qu'il est en train de faire.
quelle est votre image? Quelle est l'image que vous portez à justement ces sorties médiatiques ou encore à l'image qu'on voit qu'il veut donner à la justice congolaise? Je crois que c'est une personne, je crois que c'est une personne ambitieuse. Il a été candidat président de la République. Il faut pas l'oublier. Il a d'ambition pour le pays. Mais je crois qu'à un moment donné, il faudrait qu'il allie l'utile à l'agréable. Qu'il arrive à ramener ce qu'il fait sur des terrains beaucoup plus concrets. Et non s'arrêter à de la visibilité, et non s'arrêter à de l'exposition médiatique. Je crois qu'il y a un travail de fond à faire dans ce sens-là. Il y a des réformes à mener de façon profonde sur des questions de justice, parce que quand on voit comment est-ce que certains criminels financiers arrivent à échapper à la justice, comment est-ce que de l'argent détourné deux fois n'est pas retourné, comment est-ce que tous les jours on entend parler par-ci par-là des millions. Je crois que les personnes sur qui il doit d'abord concentrer son action, c'est sur les corrompus de ce pays. Parce que là, on gagnera de l'argent. Là, on pourra faire en sorte que les prisons ne soient pas remplies des petits délinquants, mais soient remplies par des criminels en col blanc. Parce que c'est de ça aussi dont ce pays a besoin. Ce pays a besoin des ressources. Ce pays a besoin que la justice fasse peur aux prédateurs. Non seulement fasse peur aux prédateurs, mais aussi fasse peur à tous les ennemis de la République qui se lèvent et qui prennent les armes contre ce pays. Monsieur Alinguété, que vous avez tellement défendu ici, soutient les efforts de corruption, de la lutte contre la corruption, pardon. Il soutient les efforts de la lutte contre la corruption, qui est un cheval de bataille du président de la République. Est-ce qu'on peut dire, par la même occasion, que vous soutenez Monsieur Tshisekedi? Je soutiens toutes les bonnes actions du président de la République qui vont dans le sens d'éradiquer la corruption dans le pays. Je ne suis pas membre de l'Union sacrée, encore moins opposant politique, mais tout ce qui va dans l'intérêt du pays, je le soutiens. Est-ce que vous êtes en train de tendre une main pour chercher à collaborer ou travailler? Je crois que je ne suis pas revenu en RDC pour tendre la main à qui que ce soit, ni aux opposants, ni au président Tshisekedi, mais j'estime que je suis rentré pour des raisons familiale, mais j'ai aussi de quoi aider ce pays. J'estime qu'il ne faut pas se cacher en disant que oui, je ne tends pas la main. Oui, c'est vrai que je ne demande pas quelque chose de façon précise ou je suis venu pour avoir quelque chose dans le pays. Je suis venu comme tout fils de pays qui revient faire ce qu'il avait à faire dans le pays et je vais rentrer pour continuer ma vie en Europe, qui est devenue ma seconde patrie, mon second pays, la France. Mais j'estime que si j'ai des choses à apporter à ce pays, je ne manquerai pas et je n'hésiterai pas. Mais je ne viens pas. Vous voyez où? À l'IGF, ministre, enfin, je sais pas. Je crois que je me vois. Banquier. Je me vois comme le fils du Congo qui est même capable de balayer le boulevard, de le rendre plus propre, plus assaini du moment où ça profite aux Congolais. Je n'ai pas de poste ou d'exigence où je suis pas venu pour dire je veux tel poste, j'exige ceci ou cela, même si je pense que j'ai des capacités. Ma carrière qui a aujourd'hui plus de 17 ans, j'en ai 38 aujourd'hui, mais j'ai fait une très longue carrière, que ce soit dans les banques et dans des institutions internationales, me permettent d'estimer que j'ai des choses à donner à n'importe quel pays. J'ai été au Sénégal tout récemment, j'étais en Afrique du Sud, où je suis consultant, où je conseille ces pays, des institutions, pour des questions précises sur la lutte contre la corruption. Donc, je pense que je peux aussi apporter cela à mon pays dans n'importe quel domaine ou de n'importe quel... Justement, au ministère de la Justice, il y a une plainte qui vient d'être déposée il y a quelques jours contre Monsieur Nanga, l'ancien président de la CENI, et consort. Il y a donc une plainte où le ministère de la Justice l'accuse ou les accuse des crimes de guerre et de terrorisme. Quel est votre point de vue par rapport à ça? Je crois que pour répondre à ça, j'aimerais regarder la caméra et m'adresser à Corneille Nanga. Monsieur Nanga, le pays vous a tout donné. Vous avez été président d'une des plus grandes institutions de ce pays et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé et aujourd'hui vous avez décidé de prendre les armes contre le pays. Moi, je ne suis pas là pour vous faire de la morale parce que vous savez que vous êtes suffisamment mature, suffisamment grand, vous êtes mon aîné. Mais la seule chose que je vous dirais, c'est que
quand les gens tombent à l'est du pays, ce sont vos frères et ce sont nos frères. Quand les mamans sont déplacées, quand les gens vivent dans des situations difficiles, ces personnes-là sont vos frères et ce sont nos mamans, ce sont nos enfants. Je vous invite juste à regarder ces images, à regarder l'atrocité que cela fait à ce pays. Et je pense que vous faites cela avec l'aide, comme vous l'avez vous-même dit à une émission, de certains pays que nous connaissons, que sont le Rwanda, l'Ouganda et d'autres pays que vous connaissez mieux que moi. Regardez le mal et tout le supplice que vous offrez à ce peuple qui peut-être pouvait croire à votre combat si vous avez mené une lutte non violente. 2 fois, je vous ai vu porter l'effigie de mon parent Lumumba. Je crois que Lumumba, de là où il n'aurait jamais voulu qu'un Congolais prenne les armes, même au nom de la vérité qu'il prétend défendre, pour tuer ses autres frères. Monsieur Nanga, pensez à tout ça, pensez à toutes les femmes, à tous les enfants qui sont victimes de ces atrocités. Cela ne fait pas en sorte que je dédouane totalement le gouvernement de Kinshasa en disant que c'est le meilleur gouvernement, c'est le meilleur président que nous avons eu, mais c'est vous rappeler rappeler à votre conscience que vous auriez dû faire de l'opposition ou de la protestation, mais sans prendre les armes, sans voir le sang des Congolais couler. Et c'est tout ce que je pourrais vous dire à ce jour. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à nous? Vous pensez que c'est une bonne chose que le ministre de la Justice le fasse? Je pense que chaque pays a ses lois. Chaque pays qui se sent agressé peut mener les actions qu'elle estime justes pour sa souveraineté. Le ministre de la Justice a pris sa décision, je ne peux pas le contester. C'est à la justice de faire son travail et de dire le droit. Donc, ça veut dire que tout celui qui n'est pas d'accord avec le gouvernement en place, je pense qu'il y a une loi là-dessus, et qui se lance dans la rébellion, doit être poursuivi. On ne peut pas prendre les armes contre son pays, Monsieur Marius. Moi, j'ai été pendant plusieurs années opprimé par un régime qui était en place, mais cela ne m'a pas tenté de m'associer à un mouvement rebelle pour venir combattre ce régime-là. Je crois que j'ai utilisé d'autres moyens qui étaient miens, qui étaient non violents, pour prouver ma vérité et pour prouver au monde que je pouvais dire des choses qui allaient dans le sens contraire de ceux qui étaient au pouvoir. Et je crois que cela est du droit de chaque Congolais qui estime que ce régime ou ce pouvoir fait des choses qui sont contre ses convictions, de le contester par des voies, non militaires et par des moyens pacifiques. On a tous les moyens de pouvoir faire son opposition, mais faire couler le sang des Congolais, cela pour moi est écœurant. Et je crois que ce que fait Monsieur Nanga aujourd'hui s'assimile à de la monstruosité. Et je crois que ce n'est pas un personnage qui pour moi peut être adulé. Malheureusement, je vois que plusieurs personnes se taisent par rapport à ce qu'il fait, peut-être parce qu'ils espèrent que demain il aura un poids politique avec des conciliabules qui pourraient se mener. Mais je crois que ce ne sont pas des actes à soutenir pour une personne qui a eu un rôle aussi important dans ce pays, dans l'instauration de la démocratie, et le voir prendre les armes parce que soi-disant il conteste quoi que ce soit, ce n'est pas encouragé. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas un fervent soutien du régime en place. Oui, j'ai des choses que je peux reprocher aussi à ce régime parce que ce n'est pas un régime parfait, mais je ne soutiendrai pas, je n'encouragerai pas des gens à prendre des armes contre ce pays et surtout avec l'aide des voisins de ce pays. Pendant ce temps que vous avez passé à l'extérieur, beaucoup de personnalités dans le monde politique, mais aussi financier. Quel est le message que vous portez de la RDC? Je crois que je porte le message que la RDC est un pays puissant, même si de façon pratique nous ne le sommes pas. Je fais partie d'un grand pays, d'un pays qui a eu d'énormes ambitions et qui, à l'indépendance, a eu des leaders politiques visionnaires. Malgré ce que nous vivons aujourd'hui, je crois que c'est le message que je ne cesse d'apporter à toutes ces personnalités, et surtout un message que nous ne sommes pas tête courbée malgré les oppressions que nous vivons. Et je crois que c'est ce message que j'ai porté à toutes les personnes que j'ai rencontrées, et que nous sommes un pays qui ne se pliera pas sous le diktat de certaines puissances occidentales. J'ai eu à parler à plusieurs personnes qui, d'autres croient à ce que je leur ai dit, et d'autres n'y croient pas parce que l'état dans lequel nous vivons
fait en sorte que nous sommes encore un pays fragile. Mais moi, je crois en la puissance du Congo et je me dis, même si je ne le vis pas moi-même aujourd'hui, mes petits-enfants le vivront. En rencontrant toutes ces personnalités, notamment politiques, elles vous inspirent, j'imagine. Vous êtes en train de préparer votre carrière politique? Je crois que la politique, j'y suis déjà peut-être par la force des choses, parce que mon agenda, les personnes que je rencontre sont très politiques, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, partout où j'ai été. Me préparer une carrière politique, je ne sais pas de quoi est fait le lendemain. Mais quand le son ou l'appel sera précis et m'appellera, je n'hésiterai pas d'apporter quelque chose à mon pays si je dois passer par la politique. Ce sera quoi? Moi, je crois que j'ai aussi une vision pour mon pays, c'est cette vision de grandeur, mais cette grandeur ne commencera pas en embrassant tous les domaines. Il faudra se dire qu'est-ce qu'on peut donner à ce Congo pour que ce Congo puisse rayonner à travers ce seul secteur qu'on embrassera ou qu'on embrassera. Je crois qu'aujourd'hui, ma vision pour ce pays qui est un pays de grandeur, c'est de donner de l'énergie et de l'électricité à tout le Congo. Si aujourd'hui j'ai la possibilité de faire quelque chose pour ce pays, je ne m'accrocherai qu'à ce secteur en plus de la justice en me disant, on s'appuie dessus, énergie, justice, sécurité évidemment, parce que il nous faut de la sécurité pour pouvoir nous développer et les autres secteurs se développeront de soi. Voilà, monsieur Jean-Jacques Lumumba, je rappelle que vous êtes banquier militant anticorruption et président de l'association de l'ASBL, Ma Banque en Droit. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci. Bon retour encore chez vous. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est toujours un plaisir parce que la dernière fois, c'était à Washington et on s'était dit qu'une fois au Congo, on ferait un autre plateau parce que c'est toujours un plaisir d'être reçu par un journaliste aussi professionnel que vous. Merci. C'est la raison pour laquelle je me suis dit je ne peux parler qu'à ce média et à votre média et devant vous parce que vous avez aussi cette aura pour pouvoir mettre en valeur les personnes qui sont sur votre plateau. Merci, vous êtes une valeur pour notre pays, ça c'est clair, c'est une valeur sûre. Monsieur Jean-Jacques Lumumba, merci encore d'avoir répondu à votre invitation. Je vous souhaite un bon séjour à Kinshasa. Merci beaucoup. Et bon retour chez vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis, où que vous soyez. Merci à toute l'équipe qui nous a aidés à être chez vous. Notez bien et soyez prêts bientôt. Kinshasa Télévision est en route pour votre émission Le Grand Plateau de Marius. Merci encore et à très bientôt dans un autre numéro de cette émission. Allez, bonne soirée chez vous. Au revoir.